Bonjour à tous, c'est toujours Sfix, ça fait longtemps et aujourd'hui vous allez tout apprendre sur la ville de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est la deuxième ville la plus importante de Russie après la capitale Moscou. Elle est entourée par l'oblast de Leningrad mais n'en fait pas partie parce qu'elle est considérée comme une ville indépendante. Elle se situe dans le district fédéral du Nord-Ouest. Comme d'habitude, voici leur drapeau et leurs symboles qui représentent le sang du peuple russe ainsi que la mer et la rivière avec leurs ancres. Le symbole représente aussi la capitale de l'Empire russe avec les sceptres qui représentent la puissance impériale. Saint-Pétersbourg signifie la ville de Saint-Pierre, non pas en référence à Pierre le Grand mais bien à l'apôtre Simon-Pierre. À travers le temps, le nom a évolué, on a pu l'appeler Petrograd, Leningrad en hommage à Lénine, connu aussi sous le nom de Saint-Pétersbourg ou alors Pétropole. Elle possède également des surnoms comme la Palmyre du Nord, la Venise de la Baltique ou même la Venise du Nord en référence à la Neva, mais ça j'en parlerai juste après. La création de Saint-Pétersbourg est inspirée d'un mythe. Il est dit que Pierre le Grand, ancien empereur de Russie, a voulu construire la ville sur les marécages du fleuve de la Neva au premier coup d'œil. En réalité, la ville était habitée par un peuple appelé les Finno-Ougriens depuis le Xe siècle. On sait qu'au début du XIVe siècle, la région était convoitée par la Suède et la République de Novgorod qui mena des batailles pour le contrôle de la région. Au final, ils se sont mis d'accord pour ne plus construire aucune forteresse et pour en faire une zone tampon, c'est-à-dire une zone de séparation entre les deux puissances. Dans les années à suivre, cette région a été considérée comme une place commerciale. Mais en 1611, quand les Suédois étaient à leur apogée, ils en profitent pour construire à Saint-Pétersbourg la forteresse de Nienchans, suivie de la colonie de Nien un peu plus tard. En gros, les Suédois avaient pour projet de créer une ville encore plus grande à son emplacement jusqu'à que la première guerre russo-suédoise éclate. Les Suédois sont mis à mal par les Russes qui sont notamment aidés par la Norvège et la Pologne. Les Russes détruisent la forteresse suédoise ainsi que la colonie suédoise. Pendant la Grande Guerre du Nord, opposant encore la Suède aux Russes, aux Danois, etc., Pierre le Grand en profite et construit le premier édifice russe en 1703. La construction de la forteresse Pierre et Paul prend fin le 16 mai de la même année. En 1706, Pierre le Grand décide de faire de Saint-Pétersbourg la capitale de son empire malgré le fait que la ville était sujet d'inondations dont je vous parlerai plus tard. A préciser que le tsar a choisi cette région pour ouvrir la Russie à l'Europe pour développer la Russie qui n'avait pas d'université, pas de scientifiques et il voulait y remédier. Il pouvait pas rivaliser avec la Suède ou l'Empire ottoman avec seulement Moscou, son Kremlin et ses maisons en bois. L'écrivain et voyageur Francesco Algarotti décrivait Saint-Pétersbourg comme une fenêtre sur l'Europe. Son emplacement était idéal pour Pierre le Grand qui a un accès facile à la mer Baltique et à l'Europe grâce à la Neva. Pour résumer, l'objectif était clairement de moderniser la Russie face à des gros concurrents. Petite anecdote, Saint-Pétersbourg est bâti sur des pilotis, on l'appelle la Venise du Nord ou la Venise de la Baltique, mais les habitants disent qu'elle est construite sur les squelettes de ses constructeurs. En effet, les conditions de travail étaient horribles et il y a eu des dizaines de milliers de morts, que ce soit de faim, de fatigue ou de maladies telles que le scorbut, la fièvre des marais et la dysenterie. Les travailleurs qui essayaient de s'enfuir étaient capturés puis sévèrement punis. Le chantier était menacé par la présence suédoise jusqu'en 1709 lorsque la Suède perd la bataille de Poltava et signe un traité de paix en 1721. Un peu avant, en 1712, la ville se développe grâce à la stratégie de Pierre le Grand, je vous explique. Il ordonne à la noblesse russe de se déplacer à Saint-Pétersbourg dans des maisons construites à leurs frais et il ordonne aussi le transfert des sénats et des ambassades. Il impose également à tous les habitants de planter des arbres et pour résultat 50 000 personnes y vivaient dès 1714. La ville possédait une police municipale ainsi qu'un système de couvre-feu qui fonctionnait et il paraît que la ville est même éclairée la nuit. En 1728, après la mort de Pierre le Grand, Pierre II, son successeur, refait de Moscou la capitale mais c'est de courte durée car en 1730, Saint-Pétersbourg redevient la capitale grâce à Anne Ivanova. Durant les années 1750, Catherine II et Elisabeth Petrovna ramènent des architectes de l'Europe comme Bartolomeo Rastrelli pour ramener de la fraîcheur à la ville. Je vous montrerai tous ces monuments un peu plus tard. Catherine II a énormément participé au développement de la ville, en plus de ramener des architectes, elle a aussi créé 25 établissements académiques, ce qui a permis à la ville le siècle suivant de se développer du côté culturel, puis scientifique et technologique. Mais tout ça change radicalement au milieu du 19e siècle où Saint-Pétersbourg subit une vague de grèves et encore plus des attentats. Parmi eux, l'assassinat d'Alexandre II en 1881. Le 9 janvier 1905 a eu lieu le Dimanche Rouge où l'armée impériale a tiré sur la foule de manifestants, ce qui a fait énormément de victimes.
En février 1917, la révolution russe qui marque la fin de l'Empire russe et la fin de la dynastie des Romanov. Toute la royauté fut exécutée, mais on dit que la fille Anastasia aurait pu s'échapper. Ils en ont fait une comédie musicale qui s'appelle Anastasia. La révolution a eu une deuxième phase en octobre avec comme principal acteur Lénine et Léon Trotsky, et lorsque Lénine reprend le pouvoir, il redéplace la capitale à Moscou. Durant l'entre-deux-guerres, c'était la famine, la répression à Saint-Pétersbourg, ou devrais-je dire Léningrad, car elle a été renommée comme ça en 1921. Durant la Seconde Guerre mondiale, Léningrad se fait complètement encercler par l'armée allemande, on appelle ça le siège de Léningrad. 900 jours de siège, 500 000 pertes militaires et 1,2 million de pertes civiles, principalement mortes de faim, c'était une atrocité. Le peuple, du moins ce qu'il en restait, a réussi à tenir jusqu'au retrait des troupes allemandes. Après la guerre, Léningrad se fait appeler la ville héroïque et elle est très vite reconstruite. Et c'est qu'après la chute de l'URSS que la ville reprend son nom de Saint-Pétersbourg. La Venise de la Baltique se situe dans le nord-ouest de la Russie, au bord du golfe de Finlande et de la mer Baltique. La fenêtre sur l'Europe se situe à 160 km de l'Estonie et à 390 km d'Helsinki, la capitale de la Finlande. Elle se situe également à 704 km de Moscou, la capitale. Le fuseau horaire est le fuseau horaire de Moscou avec 3 heures de décalage par rapport à Londres. C'est la plus grande ville septentrionale du monde, c'est-à-dire la plus grande ville parmi les villes situées le plus au nord dans le monde, avec une superficie de 1403 km², dont 10% de sa superficie c'est que de l'eau. La deuxième ville russe est composée de 42 îles du delta marécageux de la Neva. La Venise du Nord est par conséquent très proche du niveau de l'eau, ce qui a toujours été un problème pour la ville à cause des inondations et de la pollution des eaux. Par exemple en 1908 avec une épidémie de typhus qui a fait 9000 victimes à cause des eaux très polluées. Depuis ce temps, des améliorations ont eu lieu, mais 30% des eaux ne sont toujours pas traitées. Ils ont eu recours fréquemment aux Néerlandais pour la construction de barrages pour les inondations. L'écosystème du golfe de Finlande est donc fortement menacée par les industries installées à Saint-Pétersbourg et les eaux polluées qu'elles rejettent, mais aussi celles au bord du lac Ladoga. Il y a aussi plein de petits lacs et énormément de rivières dans la ville, dont le fleuve de l'Okhta qui rejoint la Neva. La ville possède 342 ponts dans la ville, comme par exemple le pont de la Trinité. Pour le climat, c'est assez particulier également, c'est un climat assez humide, il y a quand même des forts contrastes entre l'été et l'hiver. Il neige très souvent, environ 203 jours par an, et il pleut beaucoup l'été. Pendant la période des jours les plus longs de l'année, Saint-Pétersbourg c'est carrément les jours les plus longs du monde. On appelle ce phénomène les nuits blanches, c'est très simple, le soleil ne se couche simplement pas ou très peu. Il paraît que les musulmans font la prière du soir et celle du matin en même temps. Sinon il fait en moyenne 19 degrés en juillet, moins 5 degrés en janvier. Les Saint-Pétersbourgeois sont près de 5 350 000 habitants, ce qui fait de Petrograd la 5e agglomération la plus peuplée d'Europe. Ils sont majoritairement des Russes ethniques, mais il y a aussi des Ukrainiens, des Biélorusses, des minorités tatares et des Caucasiens, des Ouzbeks, des Finnois, mais aussi des Caréliens, des descendants des Finno-Ougriens dont je vous ai parlé au début. Pour les langues parlées, on n'y parle quasiment que le russe. La densité de la ville est de 3837 habitants par kilomètre carré, quasi égalité avec Marseille par exemple. Les Saint-Pétersbourgeois sont principalement orthodoxes russes, même s'il y a une faible minorité musulmane, juive et des athées. Parmi eux, on peut trouver Alexandre II, Pierre Ier, Raspoutine, Mikhaïl Kutuzov, Alexandre III, Lénine et Trotsky, Anna Pavlova, Piotr Kapitsa, Alexis Kosygin, Dimitri Shostakovich, Alisa Friendlich, Vladimir Poutine, Alexei Miller qui est le PDG de Gazprom, Margarita Levieva, Timofey Mozgov, Sergei Karasev, Carlo Rossi, Alexander Anyukov et pour finir Vyacheslav Malafeyev. Bon, il y en a sûrement 2 ou 3 que j'ai mal prononcé, mais vous m'en voudrez pas quand même. Les richesses, comme dans toutes les villes, sont réparties sur plusieurs districts, il y en a 20, et dans les districts, il y a en tout 81 arrondissements. Les districts les plus riches de la ville sont les districts du centre-ville, la pauvreté en revanche est éparpillée un peu partout dans la ville. Le maire de la ville s'appelle Alexander Beglov, il exerce ses fonctions dans l'Institut Smolny. C'est le gouverneur de Russie, ici Vladimir Poutine, qui le place au pouvoir. Ils ont aussi un parlement qui s'appelle le Palais Marie. La ville est jumelée avec 92 villes, donc je vais pas tous les faire. Et rien qu'en France, elle a 5 jumelles, Bordeaux, Paris, Lyon, Nice et Le Havre. Marseille aussi a signé un accord de coopération avec Saint-Pétersbourg en 2013. Un habitant de Saint-Pétersbourg gagne en moyenne 57 800 roubles par mois, ce qui fait 973 € chez nous. Une bouteille d'eau d'un litre vaut 61 centimes d'euros, soit 36 roubles russes. La pollution se trouve dans l'eau, mais aussi dans l'air, avec un indice de 56,52 sur Numbeo et la criminalité de 40.
Commençons comme d'habitude par les transports. L'aéroport de Saint-Pétersbourg s'appelle l'aéroport de Pulkovo, anciennement appelé Leningrad, elle garde son appellation LED. Pulkovo possède 2 terminaux interconnectés, 2 pistes et 17 portes, c'est le 2e aéroport de Russie après Moscou. Il est situé à 17 km au sud du centre-ville de Saint-Pétersbourg, c'est le 10e aéroport le plus fréquenté d'Europe en 2021 avec environ 16 650 000 passagers. Il faut quand même préciser qu'avant le Covid, il était 32e d'Europe en 2019 avec environ 19 millions de passagers. Il offre des destinations dans le monde entier mais principalement en Asie centrale et en Europe. Actuellement, avec les sanctions internationales contre la Russie, les vols provenant de Russie ou vers la Russie ont été suspendus en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. Pour prendre le train à Saint-Pétersbourg, c'est assez simple. Pour les gares les plus importantes, il y a la gare Baltique, la gare de Moscou, la gare de Ladoga, la gare de Vitebsk et enfin la gare de Finlande. La plus vieille gare étant la gare de Vitebsk. Petite anecdote, avant 1914, Saint-Pétersbourg était directement relié à Paris en train. Les destinations sont principalement la Finlande via le train Allegro, Moscou via le train Spassan et aussi tout l'oblast de Leningrad. Les gares vont aussi en Europe dans les anciennes capitales de l'URSS, mais en ce moment, voilà, bof, comme les avions. Pour les touristes comme nous, c'est franchement très sympa pour se déplacer avec les transports en commun. Pour commencer, le métro qui est très profond par rapport à l'altitude de la ville, il transporte 3,43 millions de passagers et apparemment ils ont les plus belles stations de métro au monde. Je vous mets quelques images, c'est vraiment magnifique. Plus techniquement, le réseau contient 5 lignes pour une longueur totale de 124 km. Il dispose de 72 stations dont 7 sont des points de correspondance. Pour le tramway, 231 km de longueur pour 40 lignes et ils n'ont pas de bus mais des trolleybus comme à Lyon. Ils possèdent 46 lignes de trolleybus. Là-bas, ils n'ont pas de tickets mais bien des jetons. En gros, un trajet égale à un jeton et un jeton coûte 45 roubles, soit 64 centimes le jeton. C'est extrêmement pas cher pour visiter la ville, sachant que c'est très bien desservi. Aussi, si vous voulez visiter la ville, je vous conseille de prendre un ticket à la semaine, ça vous coûtera 10 € par personne uniquement. Pour la circulation dans la ville, il y a des embouteillages aux heures de pointe, mais rien d'important et c'est toujours mieux que Marseille, comme d'habitude. De grandes routes très importantes pour Saint-Pétersbourg, la M11 qui relie la ville à Moscou, la E20 de Saint-Pétersbourg jusqu'à Shannon en Irlande en passant par Tallinn en Estonie, la E95 de Saint-Pétersbourg jusqu'à Merzifon en Turquie en passant par la Biélorussie, Kiev et Odessa en Ukraine, je pense qu'elle est endommagée mais bon, la E18 de Saint-Pétersbourg jusqu'à Belfast en Irlande du Nord en passant par Helsinki, la E105 qui d'un côté va vers le nord du pays jusqu'en Finlande et de l'autre côté vers Moscou, puis Kharkiv pour finir en Crimée, une route qui elle aussi ne doit pas être très empruntée en ce moment. À préciser que les routes elles se rejoignent par voie maritime, ce sont des routes européennes. L'économie de la ville se repose sur la construction navale, le secteur des machines-outils, l'électronique et l'énergie principalement. Il y a plusieurs entreprises qui se sont installées là-bas comme Wigley, Gillette, Rothman, Seb, Unilever, Japan Tobacco et Coca-Cola. L'entreprise la plus importante qui reste Gazprom que vous connaissez tous, son siège social se situe donc à Saint-Pétersbourg. L'économie se porte bien grâce au tourisme également, c'est quand même la 10e ville la plus visitée d'Europe en 2012 et la 20e au monde. Elle compte aussi 6,9 millions de touristes en 2016. Dans cette même année, elle est même baptisée destination chef de file en tant que ville culturelle mondiale. Les Russes se sont même pas cassé la tête et l'ont appelée capitale touristique du monde. Passons à la dernière partie de la ville qui, je vous le dis, est pour moi la meilleure pour cette ville. Pour Saint-Pétersbourg, on commence par le sport. Dans cette ville, voici les sports les plus connus, le football, le basket, le patinage artistique, le handball, le volleyball et le hockey sur glace. Le club le plus connu, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg, ceux qui font des blagues sur TikTok là. Le Zénith joue dans le Gazprom Arena, aussi appelé Stade Krestovski. Le club a remporté 9 trophées nationaux dans 8 championnats de Russie, une Europa League et une Super Coupe. Et d'ailleurs, la finale de la Ligue des Champions 2022 devait se jouer à Saint-Pétersbourg cette année, mais elle a été déplacée à Paris à cause de la guerre en Ukraine. Quand on voit l'organisation de la France rien que pour les matchs de l'OM en extérieur et la honte internationale qu'on s'est prise ce jour-là à cause du préfet et du ministre de l'Intérieur, on aurait tous préféré que cette finale se déroule à Saint-Pétersbourg ou quitte à changer à cause de la guerre l'organiser dans un pays qu'aurait pu bien l'organiser. Bref, on revient au sport, là c'est juste moi qui me plains. Il y a le FK Dynamo Saint-Pétersbourg en 3e division au football qui joue dans le stade Dynamo. Pour changer du football, on a les Spartak Saint-Pétersbourg pour le basketball et le volleyball. Pour le basket, ils sont 2 fois champions du RSS et 2 fois vainqueurs de la Coupe des Coupes, et pour le handball, ils ont gagné 4 titres européens et 7 titres nationaux. Pour le hockey sur glace, c'est pas le plus connu, le SKA joue au Palais de Glace Saint-Pétersbourg en gagnant 4 coupes Slinger et 2 coupes Gagarine. Il y a quelques sports aussi pratiqués comme le championnat d'escrime, de taekwondo ou même de trampoline dans le complexe sportif et scénique pétersbourgeois. Maintenant on passe à la culture qui sera la dernière partie de cette vidéo.
Parlons de la gastronomie d'abord, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Eh bien d'abord il y a les pelmeni, qui sont des genres de raviolis mais façon russe, la solyanka qui est une soupe, les pirochki, la koryushka, le golubski, l'okroshka, le jarkoy qui me donne pas vraiment l'appétit et le ch'ti. On consomme beaucoup de thé chai mais surtout de la vodka, c'est même pas un cliché. On trouve la ville dans énormément de films, séries et jeux vidéo, notamment pour les jeux vidéo dans Asphalt 3 et 4, Splinter Cell, Overwatch ou même Hitman 2. Pour l'univers cinématographique, on a les poupées russes, Frères, Salade russe, L'Arche russe, GoldenEye, je peux vous en citer plein d'autres mais on va s'arrêter là. Le film d'animation Anastasia parle de la légende dont je vous ai parlé au début de la vidéo dans la ville de Saint-Pétersbourg et franchement je vous le conseille. Pour les fêtes à Saint-Pétersbourg, elles sont assez simples mais très importantes. Tout d'abord, à partir de mai jusqu'à juillet, les nuits blanches où le soleil ne se couche pas ou quasiment pas, pendant cette fête, il y a un festival international du film. Il y a la fête de la Russie le 12 juin, le festival de films d'animation Multivision, le festival d'hiver et l'anniversaire du Grand Octobre. La Maslenista est une fête folklorique slave et qui est un genre de carnaval qui date de l'ère des païens. Et aussi à Saint-Pétersbourg, on fête le Noël catholique et le Noël chrétien. On finira par les endroits visités dans la ville qui ont été clairement mes coups de cœur de la ville, c'est vraiment la meilleure partie. D'ailleurs, pour les monuments, je préciserai le style architectural de chacun parce que c'est très important. Commençons par les parcs et les jardins qui sont sublimes. Il y a le parc d'Alexandre, le parc du Palais Catherine, le parc de loisirs de Zelenogorsk et le parc et le jardin de Peterhof. Pour les lieux de culte, on a ma préférée, la mosquée de Saint-Pétersbourg, suivie de la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, la cathédrale Pierre et Paul, la cathédrale Saint-Isaac, la cathédrale Saint-Samson. Il y a aussi Notre-Dame de Kazan, Saint-Nicolas des Marins, le couvent Smolny, le couvent Ioannovski, le temple bouddhiste de Saint-Pétersbourg qui est vraiment très beau, l'église arménienne Sainte-Catherine et pour finir la synagogue de Saint-Pétersbourg. Pour les musées à visiter dans la ville, faites votre choix parmi les 200 musées de la ville. Par contre, vous êtes obligé d'aller au musée de l'Ermitage. C'est l'un des plus grands musées du monde avec 60 000 pièces réparties dans 1000 salles. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De base, c'est une collection d'œuvres qui a commencé avec Catherine II et qui a continué avec les empereurs suivants. Il est en concurrence avec le musée du Louvre, rien que ça, ou même le musée du Prado. On y trouve des œuvres de Rembrandt, Rubens, Matisse et Paul Gauguin. On trouve aussi 2 œuvres de Léonard de Vinci ainsi que 31 peintures de Pablo Picasso. Une petite sélection de musées pour vous, le musée russe, le musée Eratra, le musée russe d'ethnographie, le musée naval central, le musée zoologique, le musée Steiglitz, les arts décoratifs, le musée des chemins de fer russes, le musée Souvorov, le musée du siège de Leningrad, le musée d'histoire de Saint-Pétersbourg et le musée Faberge. Il y a aussi bien sûr un musée de la vodka. Il y a également la bibliothèque nationale russe, l'une des plus grandes au monde. La ville possède 40 salles de théâtre dont le théâtre Mariinsky, suivi du théâtre Alexandra et puis pour finir le théâtre Tovstonogov. Pour vraiment terminer avec ces endroits magnifiques à visiter, je vais vous montrer quelques monuments vraiment incroyables et très cultes à Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que Saint-Pétersbourg, c'est 8464 sites du patrimoine culturel de l'UNESCO. La ville n'est dépassée que par Venise. Il y a le palais Peterhof, le palais Catherine, le palais Beloselski, la rue Vostania, Gatchina, la forteresse Pierre et Paul, l'Amirauté, Passage, la prison Kretsky, la perspective Nevsky, palais d'hiver, la maison du livre, le palais Stroganov, cavalier de bronze, la Pavlovsk, le palais d'Orienbaum et enfin la place du palais. Dites-moi vraiment votre préféré en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et prendre du temps pour apprécier mon travail. Je prends vraiment du plaisir à faire ces vidéos, donc si vous pouvez un peu m'aider juste avec un petit partage ou un like, ça m'aiderait énormément. Et si vous êtes intéressé par ce contenu, pourquoi pas même s'abonner. Cette ville est vraiment une ville beaucoup trop riche pour être décrite en une vidéo. J'ai fait de mon mieux et si je n'ai pas parlé de quelque chose qui vous plaît, faites-moi le découvrir en commentaire. Pour parler de la vidéo et de ses détails, Twitter et Instagram sont en description. La prochaine ville sera la ville de Rome, en Italie. C'est ambitieux mais pas irréalisable. Merci à vous et à bientôt.